Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Et nous accueillons dès maintenant Lisa Kamen-Hirsig. Bonjour. Bonjour Baudouin. Vous êtes enseignante et auteure de La Grande Garderie aux éditions Albin Michel. Alors on va parler d'actualité autour de l'école puisque Gabriel Attal a annoncé un nouveau plan, de nouvelles mesures. Mais on parlera aussi de votre livre, donc La Grande Garderie, un essai sur l'école. Pourquoi elle est devenue cette grande garderie que vous décrivez. Alors premièrement, Gabriel Attal a annoncé ses classes de niveau pour le français et les mathématiques. Donc il y aura des groupes de niveau par classe. Qu'est-ce que prévoit le ministre de l'Éducation nationale ? Alors pour l'instant, il n'y a rien de vraiment prévu puisque c'est une réflexion qui doit être menée, je crois, jusqu'à début décembre. Ils se sont donnés, j'imagine qu'ils ne décident pas ça seuls, 8 semaines pour réfléchir aux différentes mesures proposées. L'idée, c'est de tester les élèves de collège, ça ne concerne que le collège, dans les matières considérées comme fondamentales, j'imagine le français et les maths. Je ne crois pas qu'il ait donné de précision sur ce point-là. Et de faire des groupes de niveau dans chacune de ces matières, ce qui se pratique dans d'autres pays et qui ne donne pas forcément des effets très concluants. Ce que je note au passage, c'est que moi, ça fait très longtemps que je dis qu'il faut regrouper, par exemple, les enfants qui ne lisent pas bien en fin de CM1 ou de CM2 pour les remettre à niveau. Et qu'à l'époque où j'avais proposé ça dans l'école dans laquelle je travaillais, on m'avait objecté que c'était impossible et que l'inspecteur ne l'accepterait pas. Donc on imagine que demain, l'inspecteur n'acceptera pas qu'il n'y ait pas de classe de niveau. C'est-à-dire qu'on passe vraiment d'un extrême à l'autre. Et ce qu'on note au passage, c'est toujours cette extrême centralisation des décisions, ce qui était parfaitement interdit il y a 2 ans, ou même aujourd'hui, deviendra obligatoire demain. Voilà, c'est toujours cette idée que le ministre tient dans sa main l'avenir de 12 millions d'élèves. Ouais, c'est aussi la marque d'une, peut-être, ou en tout cas l'annonce d'un changement au sein de l'éducation nationale. Est-ce que vous pensez que ce sera positif ou ça risque de désorganiser plus qu'autre chose les classes ? Moi, je pense qu'il faut laisser la liberté aux établissements d'organiser ce type de classe. Ça me semble plutôt positif de le rendre possible, puisqu'effectivement, avec le collège unique, on en est arrivé à un point où on a dans les mêmes classes des enfants qui ne savent pas lire et des enfants qui sont parfaitement lecteurs, des enfants qui ne comprennent rien aux fractions et des enfants qui les additionnent et les soustraient sans problème. Donc, on devrait laisser la possibilité aux chefs d'établissement et aux enseignants d'organiser ces classes de niveau comme ils l'entendent et comme c'est le mieux pour chacun des élèves concernés. C'est différent, la démarche est différente. Là, c'est vraiment organiser à un niveau national la création de classes de niveau, si j'ai bien compris. En gros, c'est les rendre obligatoires dans tous les collèges. Donc, pour moi, c'est différent. Le principe, laisser la possibilité de le faire, pour moi, c'est bien. Le rendre obligatoire, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Oui. Et vous parlez beaucoup de liberté scolaire, Lisa Kamen-Hirsig. Concrètement, alors vous prônez que ce soit le proviseur qui ait aussi un peu la maîtrise de l'organisation du programme. Mais ça passe par quoi aussi cette liberté scolaire dont vous parlez ? Est-ce que ça concerne aussi, selon vous, ça doit concerner aussi le professeur dans sa façon d'enseigner ? Sur le principe, la liberté pédagogique existe aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens qui sont devant les élèves exercent leur liberté pédagogique, pour mettre en œuvre souvent, pas toujours, moi j'ai des collègues qui font très bien leur métier, mais très souvent pour mettre en œuvre des idéologies qu'ils ont apprises eux-mêmes il y a 30, 40 ou 50 ans dans les centres de formation dans lesquels ils sont passés. Moi, ce que je propose, ce que je prône, c'est pas une réforme politique, c'est une réforme, on va dire, technique ou structurelle de financement de l'école, de mettre en place un système de financement par un chèque scolarité ou un compte épargne éducation, en tout cas de restituer aux parents le choix de l'école qui serait la meilleure pour leurs enfants, et ce qui, de fait, supprimerait un certain nombre de contraintes à la liberté scolaire, comme la carte scolaire,
comme la fonctionnalisation des enseignants, qui mettrait aussi peut-être en concurrence les formations des enseignants, en proposant aux enseignants de se former non pas seulement dans les INSPE, qui sont aujourd'hui le nom des centres de formation pour les enseignants, mais peut-être de se former dans d'autres établissements qui proposent une meilleure formation. Et c'est pas une réforme politique. Moi, je pense justement qu'il faut dépolitiser l'école. Il faut sortir de l'école toutes les idéologies et toutes les politiques qui l'infestent aujourd'hui. Et il y en a beaucoup. Donc voilà, la liberté scolaire, pour moi, c'est pas seulement donner le pouvoir au chef d'établissement, c'est donner le pouvoir aux parents de choisir l'établissement qui conviendra le mieux à leurs enfants. Très bien. Lisa Kameniersig, restez avec nous, on va marquer une pause. On vous retrouve dans un instant pour parler de votre livre aux éditions Albin Michel, La Grande Garderie. Ligne droite, l'éclairage du jour. Et on retrouve Lisa Kameniersig, vous êtes enseignante et auteure de La Grande Garderie aux éditions Albin Michel. Dans ce livre, vous alertez sur le fait que l'école ne remplit plus sa vocation première qui était d'instruire tous les enfants, quel que soit leur milieu, et qu'elle s'est transformée en un lieu où on apprend l'obéissance, le dogmatisme, le mépris de la langue française et même de l'histoire. Vous dénoncez une institution toute puissante, même gangrénée par les idéologies de l'égalitarisme et même du gauchisme, et nos enfants sacrifiés sur l'autel des principes républicains dévoyés. Alors, c'est un constat un peu alarmiste que vous faites, Lisa Kameniersig, ou c'est le témoignage et le constat d'une enseignante qui a les mains dans le cambouis, si je puis dire? Ah, mais les deux, mon général. J'ai les mains dans le cambouis puisque je travaille depuis une vingtaine d'années, j'enseigne depuis une vingtaine d'années, donc je vois ce qui se passe. Et je travaille dans plutôt des beaux quartiers, entre guillemets. C'est-à-dire que ce que je constate, la baisse du niveau et le fait que les enfants ne soient plus instruits, je ne le constate pas justement dans des zones d'éducation prioritaires comme les chantes Grand Corps Malade. Donc même dans des bonnes écoles, dans des beaux quartiers, avec des enfants qui sont, on va dire, éduqués par leurs parents, je constate un niveau d'instruction en baisse. C'est là que c'est alarmant, en fait. Et effectivement, moi, j'écris ce livre, j'allais dire, avec la double casquette d'enseignante et de mère d'élèves, puisque j'ai 2 fils également, que j'ai tenté de scolariser dans le public, après un déménagement, et que j'ai retiré du public assez vite, puisque j'ai constaté que le niveau d'enseignement était, on va dire, assez médiocre. Voilà. Donc, mais ce que chante Grand Corps Malade, sans donner on va dire, de détails et sans analyse politique, c'est le fruit de politiques publiques qui sont à la fois les politiques urbaines et les politiques scolaires. Hein, on crée des ghettos par la carte scolaire, on crée des ghettos par le monopole de l'éducation nationale, puisque, encore une fois, l'éducation nationale perçoit l'argent public pour le redistribuer d'office à des écoles publiques ou privées sous contrat et ne laisse aucun choix aux parents. Il parle à la fin d'un petit garçon qui s'appelle Moussa, qui a 10 ans et qui est en CM2, qui est un personnage fictif, on l'imagine, mais enfin on voit bien ce qu'il représente. Et ce petit Moussa, sans doute, ses parents seraient ravis de l'envoyer dans la meilleure école du monde. Ils n'ont pas choisi de l'envoyer dans l'école d'en bas et qu'il soit, on va dire, qu'on lui lave le cerveau toute la journée plutôt que de l'envoyer dans une bonne école dans laquelle on l'instruira. Simplement, ces parents-là n'ont en général pas les moyens d'offrir au petit Moussa une école privée. Parce que ils ont peut-être une petite Fatima et encore 3 ou 4 enfants derrière. Donc ces gens-là, en fait, sont assignés à résidence dans l'école du coin par une carte scolaire et par le fait qu'on ne leur donne pas, qu'on ne leur restitue pas la somme qui correspond à la scolarisation de leurs enfants. Sinon, je pense que ces gens-là, comme tout le monde, choisiraient la meilleure école possible pour leurs petits garçons. Et alors, selon vous, la carte scolaire est une exception française? Vous avez des exemples d'autres pays où on peut... Non, elle n'est pas une exception française. Il y a d'autres pays qui la pratiquent. On est le pays, je crois, qui la pratique la plus strictement. Et c'est juste pour information, c'est une invention d'un ministre fasciste de Mussolini, je crois en 1935. Donc, et pour moi, la carte scolaire n'existe
que dans les pays où les problèmes sociaux sont importants, puisque si tout va bien, et surtout, elle ne peut exister que dans les pays où l'éducation, où l'instruction publique ne fonctionne pas, parce que sinon, les gens n'ont pas de raison de faire 50 kilomètres pour envoyer leurs enfants dans une autre école. Si Ou de la l'instruction détourner. publique fonctionne bien, bah oui, c'est-à-dire que si l'instruction publique fonctionne bien, si l'école d'en bas de chez vous est bonne, si vous connaissez les autres parents d'élèves, parce que vous êtes voisins, voisines avec eux, etc., vous n'avez aucune raison d'envoyer votre enfant dans une autre école que celle qui est la plus proche de chez vous, sauf si votre enfant a une particularité, un handicap, un goût particulier pour, je sais pas quoi, le sport ou la musique, qui fait que vous souhaitez l'inscrire dans une école adaptée. Mais sinon, les gens n'ont aucune raison d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées lointaines. Ils ont toutes les raisons d'envoyer leurs enfants à l'école d'en bas, c'est bien plus commode. Donc la carte scolaire, finalement, est une invention de pays qui ne sait déjà plus instruire. Sinon, il n'y a pas de raison de faire ça. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez, sur même ces écoles de quartier plutôt favorisées, privilégiées, vous connaissez sans doute la thèse de Jean-Paul Brigali qui parle d'une école à deux vitesses, dont il parle d'établissements scolaires qui ont été beaucoup plus favorisés en termes de moyens pour qu'une élite puisse se reposer et se reproduire elle-même. Mais vous avez l'air de dire que même dans ces quartiers, de ces écoles, les meilleurs sur le papier, finalement, le niveau baisse. Comment c'est possible ? Je ne vois pas de quoi parle M. Brigelli, parce que les écoles publiques, les écoles publiques dans les beaux quartiers reçoivent les mêmes dotations que dans les autres quartiers, voire un peu moins, puisqu'on a en France ce qu'on appelle l'indice de position sociale, qui permet de calculer avec un système d'ailleurs qui est complètement aberrant. J'invite tous les auditeurs à aller regarder indice de position sociale sur Internet et voir comment est calculé cet indice. Cet indice permet à l'éducation nationale de doter les écoles en fonction de leur niveau social, on va dire, du niveau social des élèves qui sont inscrits dans ces écoles. Donc les écoles dans on va dire, les quartiers plus modestes, plus difficiles, sont mieux dotées que les écoles des beaux quartiers. Quant aux écoles privées sous contrat, elles reçoivent de l'argent de l'État en proportion de ce que reçoivent les écoles publiques. Donc je ne vois pas qui est favorisé par l'éducation nationale dans cette histoire. Si on parle des écoles privées libres hors contrat, elles sont financées par de l'argent privé. Donc ça regarde, il me semble, que ça regarde les gens qui offrent ce type d'éducation à leurs enfants, finalement. On n'a pas encore l'interdiction d'acheter des choses avec son argent une fois qu'on a payé ses impôts. On a le droit d'acheter ce qu'on veut, des chaussures, des livres, une télévision, et pourquoi pas une bonne scolarité pour ses enfants. Jusqu'à maintenant, c'est pas interdit. Ce que je dis, oui, c'est que en fait, l'instruction de tous les enfants de France, même dans les beaux quartiers, son niveau a beaucoup baissé depuis quelques années. Alors quand je dis quelques années, ça fait un moment quand même, hein. Ça date de la fin des années 70 et ça date de la mainmise de l'idéologie socialiste sur la formation des enseignants. Cette idée qu'il ne faut pas transmettre le savoir, que le patrimoine familial est une injustice, que les enfants ont tout en eux et que finalement la pédagogie transmissive est néfaste puisqu'il suffit de leur demander de redécouvrir tous les talents et toutes les compétences qui dorment en eux, etc., etc. Et toutes ces hérésies, hein, puisque la pédagogie est une pseudo-science, hein, il n'y a aucune preuve que ça fonctionne. Toutes ces hérésies sont très largement colportés dans les centres de formation d'enseignants. Et ce sont eux et un certain nombre d'inspecteurs qui résistent quand les ministres prennent de bonnes décisions. Monsieur Attal, comme l'a fait Monsieur Blanquer avant lui, a sans doute plein de bonnes idées et de bonnes intentions. Il va se heurter, comme, à mon avis, hein, je ne lis pas dans l'avenir, mais il va se heurter comme tous ses prédécesseurs à l'inertie de l'éducation nationale et des très nombreux professeurs qui ne souhaitent pas changer leur pratique professionnelle. Il y a 850 000 professeurs en France qui sont payés par l'éducation nationale et qui ont un statut de fonctionnaire. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont indéboulonnables. Même quand M. Blanquer a voulu interdire
la méthode globale d'enseignement de la lecture à l'école, les enseignants n'ont pas cessé de le faire. Il ne se passe rien pour eux. Ils peuvent ne pas appliquer les consignes du ministre. Ils ne sont pas licenciés. Donc, et pourtant, la méthode globale est assez rejetée par les enseignants, non ? Comme non, moins efficace non, elle n'est pas rejetée du tout. Le problème, c'est que les gens ne sont pas suffisamment ou du formés. moins peu appliquée en proportion. Les enseignants confondent la méthode syllabique avec la méthode semi-globale. Il y a très peu d'enseignants qui ont compris réellement ce qu'était la méthode purement syllabique. Donc, ils continuent d'enseigner avec des manuels qui commencent... c'est un peu technique ce que je vais vous dire, mais en gros, les premières pages ont un aspect de méthode syllabique. On a l'impression que l'enfant entre dans la lecture par un système syllabique, voire alphabétique, et quelques pages plus tard, vous trouvez tout de suite ce qu'on appelle, ce qui est appelé par la méthode globale, les mots-outils, c'est-à-dire C''est, toutes les prépositions, mais, dans, avec, etc. On demande à l'enfant de reconnaître immédiatement, c'est-à-dire comme une image, comme un objet. Et ça, c'est de la méthode globale. Et si vous regardez les manuels scolaires de CP et CE1, vous verrez ce genre de choses en très grand nombre. Pourtant, effectivement, le site de l'Éducation nationale a publié, il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a 3-4 ans, sans doute avec M. Blanquer, une liste, une aide pour les enseignants, une liste de tous les manuels qui ne fonctionnent qu'avec la méthode syllabique. Donc l'information est disponible. Le problème, c'est encore une fois la formation des enseignants et leur souhait, leur volonté de se former, leur volonté de changer leur pratique. L'ont-ils vraiment ? J'en doute. Et c'est à ça que va se confronter M. Attal, comme tous les autres ministres avant lui. Tous les ministres avant lui ont vécu la même chose. J'ai bien peur qu'il ait le même problème d'inertie de l'administration. Le fameux mammouth. Oui, le fameux mammouth, oui, bien sûr. Voilà. Mais alors, si la pédagogie est une pseudo-science, comment s'assurer que la méthode syllabique, donc de déchiffrement de chaque lettre et de chaque syllabe, est plus efficace que la méthode globale qui, si vous me corrigez si je me trompe, mais qui à partir de l'analyse du mot, doit créer une déduction dans la lecture et donc lire le mot en entier à partir d'une déduction, entre guillemets, d'un déchiffrage visuel. La pédagogie est une pseudo-science, mais la pédagogie existe. C'est-à-dire, c'est pas forcément une chose mauvaise en soi. S'intéresser à la relation que l'enfant a avec le savoir est intéressant. En revanche, quand on parle de méthode globale, de méthode syllabique, etc., on ne parle pas de pédagogie, on parle de didactique, c'est-à-dire l'étude ou l'analyse de ce qui se passe entre le savoir et l'enseignant. Comment l'enseignant analyse sa matière pour pouvoir la délivrer à des élèves. En l'occurrence, pour la méthode globale et la méthode syllabique, c'est assez simple, il faut voir ce qui marche. Et ça, c'est éprouvé. Il y a des statistiques. Depuis que la méthode globale a été utilisée dans les écoles, les enfants ne savent pas lire. On a des épidémies de dyslexie. Alors, la dyslexie, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas contagieuse. Pourtant, dans les classes, on a des classes où on a jusqu'à 10-15% de dyslexie, ce qui n'existait pas autrefois. On ne peut pas tout mettre sur le compte de la massification des effectifs. On a des épidémies de dépression scolaire, des enfants qui refusent d'aller à l'école, qui sont dans la phobie scolaire, évidemment, puisque à l'école, on ne fait que lire et écrire, surtout en France. L'écrit est très important. Donc, quand vous n'apprenez pas aux enfants à lire correctement, mais pour eux, l'école, c'est c'est une torture, évidemment. Et la méthode syllabique qui avait fait ses preuves a été rejetée pendant très longtemps au profit de la méthode globale, sans preuve que la méthode globale fonctionne. Alors déjà, on comprend assez mal que quelque chose qui fonctionne parfaitement soit remplacé au profit de quelque chose qui pourrait éventuellement marcher. Moi, sur le principe, déjà, ça me paraît étrange. À grande échelle, c'est-à-dire sur l'ensemble des élèves d'un pays, c'est doublement surprenant. On parle d'enfants, donc je ne sais pas à quel moment on peut décider de faire des expériences sur les enfants. C'est quand même quelque chose d'assez critiquable en soi. La méthode syllabique, voire alphabétique, les deux méthodes fonctionnent parfaitement. Pourquoi vouloir tout changer si ce n'est par idéologie ? C'est exactement comme les maths modernes. Il y a un moment où le ministère de l'Éducation nationale a décidé que les mathématiques ne s'enseigneraient plus comme avant et qu'on enseignerait les maths modernes. Mais les maths modernes,
c'est des mathématiques d'un niveau universitaire. C'est-à-dire qu'on demande à des élèves de 7, 8, 10 ans qui n'ont pas acquis la numération de base, qui n'ont pas acquis la géométrie, qui n'ont pas acquis l'arithmétique, le calcul. On va leur demander de faire des exercices, des opérations mentales du niveau de ce qu'on propose à des élèves de 18, 20, 25 ans. C'est complètement... c'est pas du tout adapté, et je pense que c'est... L'idée derrière, c'est toujours de remettre le bourgeois au niveau du fils d'ouvrier. C'est bourdieusien, en fait. C'est de dire, le bourgeois reçoit à la maison quelque chose de plus que le fils d'ouvrier. Donc, pour mettre tout le monde dans la même situation... C'est le nivellement par le bas, oui. Voilà, on va proposer à tout le monde des choses qui ne peuvent pas être faites à la maison. Les maths modernes, pour des parents même, entre guillemets, bourgeois, c'est difficile. Donc, on met tous les enfants dans ce bain-là, et comme ça, les parents de bourgeois ne pourront pas aider leurs petits bourgeois. Merci beaucoup. Il y a beaucoup. cette volonté-là derrière. Oui, très bien. Merci beaucoup Lisa Kamenirsig d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignante et auteure de La Grande Garderie aux éditions Albin Michel, et on vous retrouve dès la semaine prochaine.